Bonjour à tous et à tous. Merci d'être parmi nous. Nous avons cet après-midi un panel numéro 3 sur les enjeux de mobilisation et de collaboration des diasporas en temps de crise, ici et là-bas. Je suis Aurélie Gros, responsable de projet au Centre international pour le développement des politiques migratoires à Bruxelles, en charge du projet de la Facilité mondiale de l'Union européenne pour la diaspora, et c'est vraiment un honneur de modérer ce panel aujourd'hui. Alors le focus, comme l'indique le titre, sera sur la collaboration avec les diasporas en temps de crise. Et pour ce faire, je suis entourée d'un panel avec 4 intervenants qui ont des expériences de terrain variées et riches. Nous avons avec nous aujourd'hui Séverine de Félicé de l'association FEDEASOVEN, la Fédération d'associations de la communauté vénézuélienne en France. Bonjour Séverine. Nous avons également avec nous Esther Saint-Ville, présidente de la plateforme d'associations franco-haïtiennes. Amidou Baldé, secrétaire général de l'Association des jeunes Guinéens de France. Et Raphaël Caponi, responsable du projet Action et coordination d'urgence de la diaspora au Conseil des réfugiés danois. Bonjour à tous et merci d'être parmi nous. Alors avant de commencer la discussion, quelques annonces techniques. Tout d'abord, je voudrais inviter tous nos participants à utiliser la fonction chat pour partager des éléments et à utiliser la fonction questions pour partager vos questions. Il y aura à la fin de la discussion un temps réservé pour poser vos questions. Aussi, vous signalez que notre débat est enregistré. Et enfin, vous indiquez que nous devons nous arrêter absolument à 15h55 pour permettre l'enchaînement des débats. Voilà, et ensuite, n'hésitez pas à revenir sur la plateforme principale pour continuer à suivre les autres événements de la journée. Alors, on va être en mode discussion, en mode partage cet après-midi. Et on va commencer par des témoignages de nos participants sur cette question très importante de la collaboration. Parce que sans collaboration, l'action n'est pas toujours possible. On n'atteint pas toujours les résultats désirés. Mais la collaboration, on verra, n'est pas toujours aisée non plus. Alors, on va revenir sur tout ça avec ces expériences très pratiques de terrain. Et je voudrais d'abord commencer à passer la parole à Séverine pour parler du pourquoi la collaboration, avec qui, comment. Alors, sur la base de l'expérience maintenant dans la crise récente du Covid-19, quelles collaborations concrètes ont pu être possibles pour FEDEASOVEN? Avec qui avez-vous travaillé? Avec des autorités nationales, locales, avec d'autres organisations de la diaspora, la société civile? Voilà, Séverine, on vous écoute. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Eh bien, FEDEASOVEN, c'est une organisation qui vient de naître. Justement, on a commencé avec 2 grands pas. Un premier pas commun était de notre coopération afin d'affronter la crise sanitaire. En premier moment, on a commencé en mars au premier confinement ici en France. 14 associations, nous nous sommes réunis, 14 associations de la communauté vénézuélienne en France, nous nous sommes réunis pour faire un appel à la solidarité internationale pour affronter le coronavirus au Venezuela. Nous avons collaboré avec cet appel, avec Action Solidaria, avec la participation de Feliciano Reina. C'est un activiste des droits humains, président aussi de l'ONG Civilis. Et nous avons recueilli 300 signatures à échelle de la France, de l'Europe et au-delà du continent pour un premier appel. Un deuxième pas que nous avons réalisé, c'était plutôt déjà pour constituer vraiment une organisation. 9 associations, nous avons continué le travail pour nous organiser, pour répondre aussi à l'urgence, mais aussi pour envisager des projets de développement en soutien des Vénézuéliens, soit en France,
soit au Venezuela. Et c'est comme ça que nous avons démarré cette initiative FEDEASOVEN, c'est la Fédération des associations vénézuéliennes en France, et tout pour la construction des alliances et des actions concrètes pour la lutte face à la crise sanitaire au Venezuela, mais aussi pour d'autres actions. Nous avons travaillé en 3 axes fondamentaux. C'était en premier lieu un texte de contextualisation et d'analyse qui a été publié. Le premier a été le point sur le Covid-19 au Venezuela, écrit par Jenny Quentin, Elisabeth Flores, pour le blog de Mediapart au Forum. Le deuxième, c'est A Call from Venezuelan Organization in France, Seeking International Solidarity to Face the Coronavirus Crisis in Venezuela. Celui-là a été écrit par Jolette Ibracho, Elisabeth Flores et Fernando Galindo pour le The Washington Office in Latin America. En deuxième lieu, des alliances se sont faites avec d'autres associations hors du pays. Dans ce cas-là, on a travaillé avec le Portugal, avec Venexos, une association, pour envoyer les matériaux de protection biomédicale avec le personnel médical de l'association Médecins Unis du Venezuela en France. Et avec le programme de ayuda humanitaria au Venezuela, aux États-Unis, que c'était juste pour une production d'un documentaire d'action de solidarité vénézuélienne, des Vénézuéliens en Europe, qu'on est en train de construire. Après une troisième action, a été les événements au biais du Facebook Live pour des récoltes de fonds en ligne. Nous avons travaillé dans ce système avec des interviews, par exemple avec Zadam, c'est un chanteur qui a participé dans le programme de la Nouvelle Star pour rejoindre à Médecins Unis de Venezuela en France. Nous avons aussi interviewé à la directrice d'orchestre Glass Marcano, qui a participé dans le concours La Maestra avec la Symphonie de Paris. Cette fois-ci, ça a été juste pour travailler en soutien de l'association Watuna pour soutenir la population indigène diecuana. Après, nous avons fait un autre live par rapport à une interview avec des comiques vénézuéliens intellectuels, Claudio Nassau et Laureano Marquez. Cette fois-ci pour soutenir l'association Médicos Unidos de Venezuela en France. Et aussi à La Chica, c'est une chanteuse franco-vénézuélienne qui a une musique électronique traditionnelle, et aussi pour soutenir à Médecins Unis. Alors, c'est ces formes concrètes de coopération que entre fédérations d'autres pays, entre associations, nous avons été solidaires et nous a permis de travailler dans l'urgence, mais aussi pour être prévoyants pour l'avenir et pour consolider des projets futurs. Merci beaucoup Séverine pour ce témoignage. Et puis c'est vraiment très impressionnant que vous avez réussi à vous organiser en l'espace de quelques mois. Bravo. Je voudrais inviter maintenant Esther à nous partager son expérience sur la crise, sur le tremblement de terre à Haïti en 2010, pour voir sur un autre type de crise comment des partenariats ont pu se mettre en place. Avec qui avez-vous travaillé à l'époque, Esther? Est-ce que vous voyez mon écran? On voit un écran, oui. D'accord. Vous voyez ce qu'on a pu faire. Donc, bonsoir, Esther Saint-Ville, présidente de la PAFA, plateforme d'association franco-haïtienne. Lindsay? On vous entend bien, Esther. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. D'accord, parce que je ne vous entendais plus. Présidente de la PAFA, plateforme d'association franco-haïtienne. C'est une plateforme qui regroupe une trentaine d'associations et partenaires, une cinquantaine environ. Et ce serait là, aujourd'hui, nous allons vous parler tout simplement des quelques actions que nous avons réalisées en 2010 suite au séisme qui a eu lieu. Vous voyez toujours mon partage d'écran?
Oui, d'accord. OK. En fait, ce qu'on a fait, la première action que nous avons réalisée lors de ce séisme, c'est que la PAFA a, a, a rassemblé la communauté haïtienne sur la place de Trocadéro pour faire, vraiment, c'était pour venir en mémoire des victimes, parce que c'était un moment quand même un moment d'une grande émotion et de recueillement. Et un demi-millier de personnes se sont rassemblées suite à l'appel de la PAFA. Lors de cet appel, on a eu des représentants de différentes communautés qui étaient venus nous témoigner leur sympathie. On a eu des associations, d'autres collectifs d'Haïti qui étaient venus pour ce moment. Et immédiatement, nous avons, parce que ça s'est fait le 16 janvier. Le séisme a eu lieu le 12 et dès le 16 janvier, nous avions organisé ce rassemblement. Nous avons créé un compte d'urgence. Enfin, nous avons lancé un appel aux dons pour pouvoir récolter des fonds pour les personnes qui souhaitaient nous aider. Nous avons créé un compte d'urgence à toutes ces personnes et les premiers fonds, les premiers versements sont arrivés rapidement et nous voulons dire merci par exemple à l'association, à la mairie de Tremblay en France qui nous a immédiatement versé 20 000 euros qui nous a permis de commencer notre action pour venir en aide, en fait, pour accompagner, subvenir, participer à cet élan de solidarité. Hein. Et ce que nous avons fait par la suite, nous avons aussi créé le compte d'urgence et on a aussi lancé un appel de recevoir toutes sortes de dons. Des dons financiers, parce que des dons, les vêtements, la nourriture. Et nous voulons dire merci vraiment ce qu'on a pu faire pour pouvoir récolter les fonds à ICAD Patrimoine, qui a mis à notre disposition un grand hangar à la plaine Saint-Denis pendant 6 mois, plus de 6 mois, et un hangar de plus de 2000 mètres carrés, et qui a permis que tous les dons que nous avons reçus, nous avons pu les entreposer là-bas et pour nous organiser, parce que le but, c'était d'envoyer un conteneur avec les associations. Et ça, on l'a fait, on a pu renvoyer le conteneur très rapidement. Le 29 mai, on a envoyé un conteneur avec plusieurs associations. Alors, pour vous parler des fonds que nous avons récoltés, les premières actions, c'était de venir en aide à la population sur place en Haïti. Et nous l'avons fait à travers l'association Gamma, qui est une association ce sont des médecins qui se sont regroupés. Ils sont partis immédiatement avec des concours d'autres médecins français. Ils sont sur Montpellier. Et Gamma, c'est une association membre de la PAFA. Et nous avons déjà versé les premiers fonds qu'on a reçus pour qu'ils puissent aller intervenir pour les populations, pour l'aide d'urgence. Et nous avons aussi apporté l'aide à une association. Donc, ce sont toujours nos associations membres. Hein. Vous savez, la PAFA, elle a réalisé les actions au travers de ces associations. L'association Annie est partie tout de suite pour mettre en place des douches publiques, hein, parce que vous savez, la population ils étaient sur le champ de Mars, il y avait des femmes, il y a les conditions que vous connaissez, on ne va pas les évoquer. Et donc, immédiatement, ils ont pu mettre en place des douches publiques pour que les femmes surtout les femmes, les jeunes filles, puissent vraiment soit dans des conditions correctes pour prendre les douches. Nous avons, en fait, ça c'était les mesures d'urgence. Hein. Après, nous avons aidé beaucoup d'autres associations qui étaient vraiment dans le besoin dans ce cas. Il y a eu les Innocents qui avaient une école qui était complètement avec plus de 300 élèves. Nous avons apporté l'aide immédiate également à ces associations.
ce que je pourrais vous dire par la suite, c'est ce qu'on a fait. Et la contribution que la PAFA a faite, c'était une fois que nous avons réalisé ces premières actions. Bon, ben là, j'en ai cité quelques-unes, les premières actions. On a fait une mission en Haïti. Une une délégation s'est rendue en Haïti pour connaître les besoins, rencontrer les institutions, les associations relais, puisque, bon, vous savez, les associations membres, elles sont ici, mais la plupart, elles ont leur relais en Haïti. Donc, ils sont partis vraiment pour connaître les besoins, pour pouvoir mettre en place des actions concrètes. Et par la suite, et ça, c'était une fierté pour nous, immédiatement, nous avons déposé un dossier auprès de la Fondation de France qui nous a, pour les projets, et la Fondation de France a répondu favorablement à notre demande de financement parce que nous, ce qu'on a souhaité faire, c'était vraiment aider les associations à ce qu'ils déposent leur dossier des demandes de financement. Nous allons souhaiter les accompagner parce que bon, c'était des petites associations qui ne connaissaient pas forcément les guichets et ça, ils ont pu le faire. La Fondation de France nous a aidés en nous octroyant une subvention de 170 000 euros, ce qui nous a permis de former les associations ici, de former les associations en Haïti, et ça a permis qu'ils déposent leur dossier des demandes de financement, et il y en a qui en ont eu, il y en a qui n'ont pas eu, mais nous, notre action, c'était une grande fierté pour nous parce qu'on peut dire à ce jour, nous continuons à aider et à former les associations toujours dans le cadre de ce qu'on a appris parce que ben, nous aussi, c'était une nouveauté pour nous aussi. Voilà, merci. Je vois qu'Aurélie nous fait signe. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Esther pour ce témoignage. On voit vraiment avec l'intervention d'Esther et de Séverine avant que les partenariats peuvent être très variés, à la fois internes à la diaspora avec vos associations membres, mais aussi en externe avec différents types d'acteurs, soit des autorités locales ou nationales ou d'autres acteurs, et des partenariats plus à optique financière ou technique. Alors, on va continuer ce tour d'horizon un peu des modes de coopération. Et je voudrais inviter Amidou à rentrer dans la discussion. Alors, sur la base des éléments qu'on a déjà discutés, Amidou, et de votre expérience, alors l'Association des jeunes Guinéens de France a aussi été active durant la crise du Covid, mais aussi avant dans d'autres types de crises. Quel type de collaboration pensez-vous peut-on considérer comme plus traditionnel, et quel type de collaboration avec la diaspora sont un petit peu plus innovants? Bonjour Aurélie, bonjour à tous les panélistes et les participants. Merci de me recevoir ici. Alors, nous, au niveau de la JGF, cette crise de Covid-19, malheureusement, n'était pas la première à sévir en Guinée. Auparavant, il y avait eu la crise hémorragique, la crise sanitaire hémorragique dite Ebola, qui a fait un millier de morts et décimé dans certains endroits des villages et rendu veufs et veuves ou orphelins un certain nombre de personnes. Donc, nous, dans nos activités quotidiennes, on était déjà sur le terrain. Nous réalisons des projets sur l'aspect humanitaire à travers des thématiques sur la santé. Donc, du coup, ce sont des thématiques qui ne sont pas nouvelles pour nous. Donc, quand la crise elle est arrivée, la crise d'Ebola pour la première fois, nous avons pu nous constituer et surtout approcher des partenaires institutionnels comme l'ambassade de Guinée en France, qui nous accompagne énormément sur l'ensemble des projets que nous réalisons, mais également le Forum avec qui nous travaillons pour la plupart. Donc, au niveau des collaborations, on a surtout des collaborations institutionnelles, comme je viens de citer, l'ambassade de Guinée en France, le Forum, ici du côté de la France, mais également en Guinée où nous avons une certaine approche auprès des autorités, notamment le ministère de la Santé et tout récemment dans les cas de Covid-19, l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire qui avait la main sur la gestion de la crise du Covid.
Donc, pour ne citer que cela côté institutionnel, nous avons surtout pu fédérer un ensemble dans le cas du Covid-19, nous avons pu fédérer un collectif d'associations composé d'une quinzaine d'associations, dont 2 étaient des fédérations d'associations, donc ce qui fait qu'on a touché grandement nos compatriotes guinéens vivant en France. Et nous avons pu, à travers ce collectif, tout de suite solliciter un certain nombre de bailleurs qui, dans le cadre du Covid-19, avaient mis en place des fonds ou des initiatives d'aide aux structures comme la nôtre pour venir en aide aux personnes touchées par le Covid-19, que ce soit ici en France et également, disons, dans le double espace, c'est-à-dire en France et en Guinée. Donc, traditionnellement, on va dire que ça va être des partenaires institutionnels et des associations avec qui nous avons l'habitude de travailler ou certaines nouvelles qui ont pu nous rejoindre sur une telle démarche. Donc, globalement, sur le partenariat institutionnel, ce sont ce type le partenariat traditionnel, ce sont ce type de partenariat, de collaboration que je pourrais citer. Ouais, pour le moment, ouais. Merci beaucoup, Hamidou. Alors, on a vraiment vu à nouveau une variété, et déjà, en effet, durant la crise Ebola, l'Association des jeunes Guinéens de France qui avait été très actif. Une question maintenant peut-être pour l'ensemble des partenariats, des intervenants. Dans toutes ces expériences de collaboration que vous avez eues en temps de crise, que ce soit cette année durant la crise du Covid ou par le passé, quels défis avez-vous rencontrés pour mettre en place des actions en collaboration avec d'autres partenaires? J'imagine que ça n'a pas toujours été facile. Qui voudrait répondre? Les difficultés rencontrées. Ok, Séverine. Alors, FEDEA Soven a pour objectif de construire des actions de solidarité vis-à-vis des Vénézuéliens qui sont en situation précaire, soit en France ou au Venezuela. Pour cette situation particulière, nous avons dû faire face à plusieurs difficultés. Non seulement la situation précaire dont se trouve le Venezuela, mais aussi le lien avec la situation politique qui est vraiment difficile là-bas. Alors, ça a été aussi difficile de construire des alliances avec certains acteurs publics et certains acteurs privés, puisque ce n'est pas facile pour eux de décider d'aider un pays, de faire circuler des aides pour un pays qui vit sous un régime autoritaire. Alors, voilà, c'est les principales difficultés qu'on a trouvées. En tout cas, nous sommes reconnaissants des efforts jusqu'à présent, nous avons vu que la France, la communauté européenne, et même la communauté internationale font pour soutenir les Vénézuéliens. Et c'est pour cela que FEDEA Soven, nous proposons comme des intermédiaires capables de construire des actions de solidarité sur le terrain, car nous connaissons notre réalité, nous connaissons le terrain, et nous sommes capables aussi de construire des actions pour travailler directement au Venezuela et même garantir, grâce à nos réseaux ici et là-bas, au sein de la société civile vénézuélienne, le bon usage des moyens qui pourraient être mis à disposition pour aider les Vénézuéliens, soit en France ou soit au Venezuela. Merci beaucoup, Séverine. Hamidou, vous souhaitez intervenir également? Oui.
Oui, je souhaiterais intervenir sur la question des défis ou des barrières qu'on rencontre généralement sur ce type d'initiative. Alors nous, concrètement, ce qu'on a rencontré comme difficulté, peut-être à la fois du côté de la France, mais également du côté de la Guinée. Par exemple, du côté de la Guinée, ce qui nous a aidé, hein, pour commencer par ça, c'est qu'on s'est appuyé cette fois-ci. C'est d'ailleurs ça l'innovation, l'une des innovations qu'on a pu apporter, c'est de ne pas, contrairement au temps d'Ebola, au lieu d'envoyer une équipe sur le terrain, on s'est dit, bah, on a des acteurs locaux qui déjà, dès le premier cas qui a été annoncé en Guinée, beaucoup d'acteurs de la société civile se sont constitués en collectif et ont commencé à mener des activités. Donc, ces personnes-là sont au contact direct des populations les plus concernées. Donc, plutôt que d'envoyer des personnes, nous qui sommes ici, certes, nous sommes guinéens, mais nous, le fait d'avoir la distance et le temps passé ici fait que on est un peu en, il y a un manque il y a un gap d'information qui peut s'avérer quelque part. Et donc, du coup, s'appuyer sur ces acteurs locaux-là pour pouvoir déployer rapidement nos actions et toucher et impacter directement les populations. Donc, on s'est appuyé beaucoup sur les acteurs locaux, notamment des collectifs qui s'étaient déjà constitués. Donc, et également notre antenne, en tant qu'association, nous avons une antenne locale. Donc, on s'est appuyé sur l'ensemble de ces collectifs-là pour pouvoir sensibiliser et apporter un certain nombre d'aides, que ce soit des kits sanitaires ou alimentaires, aux populations. Donc, en termes de barrières, c'est surtout ces acteurs sur qui nous nous appuyons pour réaliser nos activités. Très certainement, très souvent, ils font appel à des bénévoles. Et la difficulté, c'est que les bénévoles qui doivent participer ont besoin souvent de se déplacer, ont besoin de communiquer. Et la précarité fait que ces personnes-là ne font pas face aux mêmes difficultés que nous. Moi, en France, j'ai mon pass Navigo qui me permet d'aller partout en Île-de-France et pouvoir réaliser quelque chose. Mon abonnement, mon abonnement me facilite les communications, alors que là-bas, c'est tout le contraire. Donc, ce qui fait que il faut, nous, de notre côté, pouvoir anticiper et proposer une certaine compensation financière à ces personnes-là, parce que passer toute une journée à aller dans les quartiers, à se déplacer, c'est un peu difficile, surtout pour des personnes qui n'ont pas un emploi périn. Donc, il y a cette difficulté-là qu'il faut intégrer en amont dans l'organisation que nous réalisons. Après, le deuxième élément qu'on s'est heurté, c'est le fait que dans le collectif que nous avons mis en place, c'est que très souvent, on n'a pas le même degré d'engagement. Donc, ce qui fait qu'il y a une disparité d'engagement. Il faut réussir à, converger toutes ces positions-là pour qu'on soit au même niveau d'engagement et qu'on ait la même vision des choses. Donc, ça, c'est une autre barrière aussi sur laquelle il faut travailler. Et justement, malheureusement, cette crise-là nous a appris qu'il faut être plus agile et apprendre à se réinventer sur ce modèle de collaboration-là. Et troisièmement, troisième élément qui n'est pas le moindre, c'est surtout qu'on a une forte communauté guinéenne qui réside en France, mais malheureusement, nous n'avons pas suffisamment d'informations sur la répartition en France, où ils sont, comment les contacter, pour que dans de tels cas de figure, nous puissions tout de suite pouvoir mobiliser et arriver à un résultat en un temps record. Donc, ce qui fait qu'il faut communiquer, on communique très souvent, soit à travers les associations et pour la plupart via les réseaux sociaux ou du bouche à oreille, donc ce qui peut prendre très souvent un peu de temps. Alors que si on disposait d'une base de données ou des informations concernant tous les Guinéens, avec des contacts rapides, on peut tout de suite les toucher et les informer des initiatives qui sont engagées pour pouvoir mobiliser à la fois les ressources financières et humaines et agir tout de suite sur le terrain pour juguler, dans le cas du Covid-19, la pandémie. Mais de toute façon, nous, on a quand même réussi, malgré ces petites barrières-là,
à pouvoir fédérer. Et à juste titre, ce qui a été notre force d'ailleurs, c'est le fait qu'on a, au-delà des partenaires traditionnels que je citais tout à l'heure, notamment les institutions, les bailleurs de fonds et les associations, on a cette fois-ci réussi à mobiliser des entrepreneurs guinéens qui développent ici des entreprises qui sont souvent sur le double espace, qui s'inscrivent aussi dans la dynamique sociale solidaire. Donc, on a réussi à rapprocher 5 à 6 entreprises guinéennes qui évoluent ici, qui ont pu nous aider non seulement dans le montage de projets, mais aussi apporter une aide financière, donc ce qui a été quand même quelque chose de très impactant, de très concret, et ça a pu nous aider, à réaliser ce qu'on a pu faire. Et comme je le disais aussi, il y a le fait de pouvoir s'appuyer sur les acteurs locaux, donc qui connaissent le terrain. Donc ça a été des éléments qui ont pu nous permettre de passer un peu ces barrières-là, même s'il faut je ne le souhaite pas qu'il y ait d'autres pandémies, mais on peut imaginer d'autres projets de co-développement qui pourraient nous permettre d'anticiper ce type de crise à mettre en amont. On peut, au regard des difficultés que nous avons rencontrées là, on peut essayer déjà de réfléchir à des pistes de solutions pour qu'à l'avenir, ces barrières-là soient moins contraignantes que possible. Absolument, Hamidou, ça va être tout l'objet de la discussion aujourd'hui, qu'on réfléchisse peut-être comment adresser ces défis que vous avez rencontrés. L'intervention, merci, était très riche, hein, notamment, vous avez bien mis le doigt sur le problème du manque de données, sans répertoire pour connaître vos compatriotes et pouvoir les contacter rapidement en temps de crise. Il n'est pas toujours facile de pouvoir se mobiliser. Également, vous avez souligné le statut précaire d'associations, notamment sur place. Voilà, ces associations relais qui ne sont pas toujours en mesure d'intervenir. Esther, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose sur ces questions des défis? Oui, alors je voudrais juste rajouter, par exemple, j'ai parlé des difficultés, j'ai parlé du séisme de 2010 et les principales difficultés, parce que bon, c'était un pays complètement détruit à l'époque. Donc, comme je vous ai dit, une délégation s'est rendue sur place. Donc, il y a eu toutes les difficultés quand même pour traverser, pour se rendre dans les campagnes. Mais les difficultés qu'on a eues également, c'était par rapport à toute la logistique qui devait nous être mise en place par l'aviation civile, par le MAB, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, tous les suivis qui devaient être faits, par exemple, pour le conteneur. Donc, c'était difficile parce que c'était une nouvelle chose pour eux aussi, parce que par rapport à ce qu'ils avaient, par rapport à ce qu'ils avaient annoncé, on a eu beaucoup de difficultés à les mettre en place, mais on a pu quand même intervenir et nous sommes quand même restés avec le ministre, celui qui était ministre de l'époque, M. Parizan, et il a pu continuer avec nous parce qu'il est venu à notre journée portes ouvertes qui a eu lieu dans la même année pour vraiment nous montrer qu'ils étaient solidaires et puis qu'ils prenaient bien en compte ce qu'on avait fait. Aurélie, si vous permettez, c'était juste pour dire 2 mots sur la COVID-19. Voilà, la COVID-19, parce que, bon, comme vous savez, donc la PAFA, elle a réalisé un certain nombre d'actions pour la communauté. Et donc, ces actions, là aussi, nous avons rencontré des difficultés. Donc, ce qu'on a fait, on s'est rapproché des églises, des communautés, enfin, de la société, des différentes communautés haïtiennes de France. Et on a apporté une contribution. On a voulu aider les étudiants, les personnes angoissées, les étudiants, les personnes âgées, les personnes qui n'avaient pas de quoi se nourrir. Et ce qu'on a décidé de faire, c'était distribuer des produits alimentaires de première nécessité et aussi mettre en place une plateforme téléphonique pour pouvoir aider ces personnes qui ne se déplaçaient plus pour pouvoir les écouter, ceux qui souhaitaient parler. Et je voudrais vraiment dire qu'on est très content d'avoir pu réaliser cette action parce que c'était une nouvelle chose pour nous. Nous sommes partis à partir de rien. Et on s'est rendu compte qu'il y avait tout ce partenariat, tout cet élan de solidarité
au travers des associations. Hein, je vais en citer quelques-unes parce qu'ils ont toujours été là, Tête Ensemble, et Solidarité Sorbonne, AVER, ADENAC. Donc, beaucoup d'associations étaient présentes et elles ont apporté les aides. On a commencé la distribution depuis le 23 mai et on s'est arrêté quand il y a eu le deuxième confinement là. Et il y en a qui nous appellent encore pour nous demander quand est-ce que vous allez reprendre. Donc, et on voudrait dire merci à tous ces partenaires-là qui nous ont fait confiance. Le restaurant Tropic Food qui a mis à disposition ce lieu et jusqu'à présent, nous stockons encore des choses dans ce restaurant. Ils ont mis tout l'étage à notre disposition. C'est vrai que je voulais vous partager quelques photos, mais je pourrais le faire après. Et merci aussi au Forum hein, qui nous a fait confiance, le Secours populaire, pour tous les dons qui ont été donnés. Et nous avons pu aider vraiment les étudiants qui n'avaient plus leur petit boulot, ceux qui n'ont pas de papier. On l'a fait au travers de nos associations, ce qui était présent, c'est qui sont venus, nous ont aidés pour le transport. Voilà, pour ne dire que ça. Merci vraiment à tout cet élan de solidarité au travers de nos associations membres et de nos partenaires. Merci. Merci Esther pour ce témoignage et vraiment je salue toutes ces actions très concrètes pour venir en soutien aux plus vulnérables. C'est vraiment très impressionnant et on vous remercie de partager votre expérience. Je voudrais aussi passer la parole à Raphaël. Alors Raphaël apporte un point de vue aussi un petit peu différent, mais a beaucoup travaillé par le passé sur le terrain dans des contextes fragiles. Raphaël, as-tu dans des contextes de crise précédents, je sais que tu as été basé en Syrie notamment ou dans différents pays en Afrique, dans des contextes difficiles, as-tu eu l'occasion en temps de crise de travailler avec la diaspora et as-tu rencontré des défis ? Oui, bonjour à tous et merci pour cette question. Alors effectivement, oui, je suis intervenu avec des ONG internationales dans le cadre de réponses en Syrie, en Irak ou au Soudan du Sud, donc des crises humanitaires assez conséquentes. Et les défis principaux que j'ai rencontrés pour travailler avec les diasporas, le premier, c'est vraiment le manque de connaissances sur les actions des diasporas. Donc personnellement, j'étais impliqué dans la plupart des mécanismes de coordination humanitaire, institutionnelle, donc avec les bailleurs de fonds, les Nations Unies, etc. Et il y a très peu d'informations qui sont partagées sur toutes les actions qui sont faites par les diasporas, même si aujourd'hui on constate qu'il y a énormément d'actions qui sont menées par ces acteurs. Donc je pense que c'est un défi important aujourd'hui du système humanitaire, c'est vraiment de manière générale peu d'informations et de partage de connaissances sur ces actions et qui je pense, souligne un manque de coordination inhérent au système. Aujourd'hui, les acteurs humanitaires, institutionnels, quand il y a des larges crises, ils mettent en place des systèmes de clusters, donc par secteur d'activité, avec tous les représentants des ONG internationales, nationales, les Nations Unies, les bailleurs, etc. Et ce qu'on remarque, c'est que souvent les diasporas, malgré leurs actions, ne sont pas forcément inclus dans ces systèmes de coordination. Alors de mon point de vue, ça s'explique parce que le système est très certainement pas adapté aujourd'hui au mode d'action des diasporas, puisqu'elles ont un mode d'action très agile, elles opèrent à distance, souvent avec des partenaires locaux, ils ont des modes d'action très innovants qui sont et n'ont pas forcément la même manière de fonctionner que ces grosses institutions des Nations Unies ou des ONG. Donc je dirais qu'il y a aussi vraiment ce défi de peut-être un peu du côté hermétique du système humanitaire actuel, parce que également pour accéder au financement des bailleurs de fonds, etc., il faut remplir un certain nombre de critères précis, avoir une certaine capacité, une taille donnée, avoir une capacité de créer des rapports pour soumettre des appels, quand c'est des appels à fonds, de pouvoir soumettre 50 pages d'analyse du contexte, etc., pouvoir soumettre des rapports réguliers, etc. Or, les diasporas ont d'autres valeurs ajoutées et c'est pas forcément leur point, là où ils vont se focuser en prime abord, plutôt se focuser sur l'impact de leurs activités, sur le lien avec les communautés, sur vraiment faire quelque chose de concret. Et donc, il y a peut-être une réflexion à avoir justement par rapport à ça, par rapport à ce système humanitaire qui est aujourd'hui un petit peu hermétique et décorrélé des actions des diasporas.
Merci beaucoup, Raphaël, pour ce point de vue complémentaire. Je ne sais pas si nos panélistes, Séverine, Amidou, Esther, ont eu l'occasion de travailler aussi avec des grandes ONG internationales ou des organisations du système unique dans le cadre de vos actions, et si, quels ont été les résultats? Bah, alors, nous, aujourd'hui, nous travaillons beaucoup plus avec le Forum et donc par ricochet, l'ASD. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Et donc, en tout cas, l'expérience jusqu'ici, elle est bonne. Très souvent, dans le cas, en tout cas avec le Forum, la plupart des projets que nous réalisons aujourd'hui, nous les réalisons en concertation. Pour tout projet qui concerne le co-développement ou l'humanitaire, nous avons un très bon accompagnement du Forum. Nous faisons surtout de la capitalisation sur l'ensemble des projets que nous réalisons, ce qui permet derrière, au niveau du Forum, de pouvoir s'apercevoir des améliorations à mener avec les acteurs qui, disons-nous, le relais vers le sud. Et donc, je pense que compléter ce que disait peut-être Raphaël, c'est surtout qu'aujourd'hui, au niveau des pouvoirs publics, plutôt que de monter des projets et venir vers les organisations que nous sommes, qui opérons sur le terrain, peut-être qu'en amont, il faudrait peut-être revoir la politique, c'est-à-dire partir de terrain pour pouvoir se projeter sur l'ensemble des appuis qu'il faut apporter. Et peut-être qu'à ce moment-là, le processus de collaboration et le projet qui est réalisé aura beaucoup plus d'impact, même si aujourd'hui on constate aussi des impacts avec le peu de choses qui est réalisé. Merci Amidou pour ce complément d'information. On a dit qu'il est important de mieux comprendre les actions de la diaspora, de renforcer les moyens. Alors, il y a des initiatives qui se mettent en place sur la question. Et je voudrais repasser la parole à Raphaël pour nous présenter les initiatives que DRC, le Conseil des réfugiés danois, aussi soutient en ce moment sur la thématique. Oui, alors le Conseil danois pour les réfugiés, effectivement, a mis en place une initiative qui s'appelle DEMAC. Donc, c'est l'action d'urgence et la coordination de la diaspora. Donc, l'objectif, c'est vraiment de renforcer les liens entre les diasporas qui réalisent des actions humanitaires et les acteurs institutionnels humanitaires, donc les ONG internationales, les Nations Unies, etc. Et pour renforcer ce lien, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Il y a déjà des études de cas qui sont faites pour vraiment démontrer l'impact que les diasporas ont dans certains contextes. Si on prend uniquement l'exemple de la Somalie, on sait que les transferts financiers qui sont soumis aujourd'hui en Somalie annuellement sont supérieurs au financement combiné du budget humanitaire de développement, mais aussi de manière plus palpable. Dans beaucoup de réponses, on voit vraiment que le diaspora a un impact très conséquent. Donc, on fait ces études de cas aujourd'hui en Somalie, au Pakistan, en Ukraine. Il y a d'autres organisations aussi qui réalisent ces études de cas. Et donc, ensuite, on réunit, on fait des ateliers où on réunit les acteurs de la diaspora et les acteurs institutionnels pour justement qu'ils puissent échanger sur des pistes de collaboration, des pistes de coordination, essayer justement d'améliorer cette coordination et éviter qu'il y ait deux systèmes qui fonctionnent en parallèle. Et puis, on travaille aujourd'hui à élaborer ce qu'on appelle un framework. Donc, c'est vraiment un guide et un outil pour améliorer la coordination dans les réponses humanitaires de manière globale. Donc, ça, c'est quelque chose qui verra le jour un peu plus tard l'année prochaine. Donc, c'est développer aussi des outils pour aider les diasporas à aussi comprendre comment le système humanitaire fonctionne, comment pouvoir accéder à ces financements, comment se coordonner avec les humanitaires, et aussi pour les acteurs du type Nations Unies, comment est-ce qu'ils peuvent coordonner et collaborer de manière plus efficace avec les diasporas. Donc, en quelques mots, c'est un petit peu ce que fait DEMAC. Il y a aussi d'autres choses qui sont mises en place pour renforcer la parole des diasporas et leur représentation. Donc, en général, quand il y a des crises humanitaires, par exemple en Syrie ou en Irak, les ONG ont des représentants pour, par exemple, les ONG nationales et les ONG internationales, et qui ensuite peuvent collaborer à haut niveau dans les réunions de coordination avec les Nations Unies, etc. Donc, une des pistes
qui est élaboré, c'est de pouvoir mettre en place ça pour les diasporas, qu'il y ait des représentants, qu'ils aient un bureau, qui peuvent potentiellement parler et qu'ils puissent participer à ces réunions de coordination à haut niveau et y donner une parole aux diasporas et promouvoir leurs actions. Une dernière chose aussi que DEMAC met en place, c'est on est en train de développer un nouveau site web. Et l'objectif, c'est vraiment que le site web soit là pour promouvoir ce que font les diasporas. Il y aura une capacité pour toutes les diasporas de s'enregistrer, de partager leurs actions, de mettre des photos, des vidéos de toutes les activités qu'ils font, de mettre des liens quand ils font des levées de fonds sur comment pour les gens pour pouvoir participer, et de créer un peu une émulation autour des activités que font les diasporas partout dans le monde, quelle que soit la crise. Merci beaucoup, Raphaël. Voilà, et puis une invitation alors pour les participants à suivre le projet DEMAC et tous les outils qu'ils mettent en place en matière de connaissances, de promotion, mais aussi de connexion des acteurs de la diaspora avec le système international, qui pourraient vous aider à promouvoir et à développer vos actions dans le futur. De notre côté, à l'IC1PD aussi, juste 2 petits mots sur nos actions aussi en ce moment. Nous avons aussi en parallèle un programme de recherche sur l'action de la diaspora en temps de crise. Nous menons un cas d'étude qui vise à mieux comprendre par le passé ce qu'a fait la diaspora sur la thématique. Et également, nous aurons en place des mécanismes de soutien technique pour essayer d'améliorer les compétences. Nous pourrons offrir par exemple des formations à la préparation aux crises pour les organisations qui sont intéressées. Donc n'hésitez pas aussi à nous contacter. On serait vraiment ravis de travailler avec vous dans le cadre de la Facilité mondiale de l'Union européenne pour la diaspora. Merci Aurélie. Alors, je voudrais faire un dernier petit tour de questions et ensuite, on a eu pas mal de questions à travers le chat. Merci à tous, on va y venir. Un dernier petit tour aussi pour demander à nos participants un bilan, vraiment. Quels sont les enseignements tirés de vos expériences, les leçons principales, disons, et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans le futur? On n'espère pas qu'il y ait encore des prochaines crises pour 2021. On espère qu'avec le Covid, les choses vont s'améliorer. Mais voilà, c'est important de rester préparé. Qu'est-ce qu'on peut changer? Qui voudrait commencer? Séverine? Oui. Merci. Bien sûr, nous, on est tout au début et nous n'avons pas vraiment de grandes expériences, même si on a déjà fait pas mal d'interventions. En tout cas, dans la petite expérience qu'on a pu avoir, on a bien compris qu'en temps d'urgence, on peut vraiment s'unir et montrer de la solidarité pour les diasporas et s'organiser et construire pour le futur des actes de solidarité envers les nôtres. On sait déjà qu'on peut travailler ensemble et voilà, et se communiquer. Fedia Sauveng est né dû à une pandémie et nous avons fait face à une crise qui était déjà mise en place au Venezuela et que nous, grâce aux réseaux sociaux, on était tous enfermés et grâce aux réseaux sociaux, on a pu communiquer de façon très rapide et travailler ensemble, créer des alliances, consolider des actions, travailler parmi les réseaux. Si bien est vrai que tout n'est pas parfait, on a eu des soucis, on a eu des problématiques, des difficultés rencontrées dans le chemin. En tout cas, même si le bilan a été, on peut dire positif, il y a quand même des choses à améliorer. Il faut se questionner encore sur beaucoup de choses. Et nous sommes dans le point de tester quelles sont les meilleures façons de travailler en raison de notre communication avec les autres, par les aspects techniques de communication. Et surtout, on apprend dans notre chemin pour
Pour la construction aussi des alliances avec des acteurs publics, des acteurs privés, ces liaisons que pourraient grandir dans le futur. Et à la fin, nous sommes heureux de pouvoir construire cette fédération. Nous sommes dans la voie de construction. Et nous sommes heureux aussi d'être ici avec le Forum, d'avoir été invités parmi vous. Et voilà, je pense que nous sommes dans la période d'apprentissage et nous sommes heureux d'être ici et de participer. Merci beaucoup, Séverine. On est ravis de vous avoir parmi nous. Esther, Amidou, Raphaël, est-ce que je pourrais vous inviter à intervenir sur la question des enseignements tirés et que peut-on changer? Oui, alors, sur le bilan, on peut dire, on va dire, c'est un bilan positif pour le séisme 2010. Comme je vous l'ai dit, nous continuons les associations. Alors, nous sommes partis des actions des associations, comme nous avons été en mission, hein, nous sommes partis à la rencontre des associations en Haïti pour connaître leurs besoins, pour pouvoir intervenir. Et pourquoi nous disons que c'est un bilan positif? Donc, du coup, nous nous sommes mis autour de ça et c'est un petit peu notre base de formation. Hein. Notre base de formation, c'est ce que nous faisons. Nous aidons les associations, nous continuons à les aider. Et ces associations la plupart, elles sont restées membres. C'est une plaque tournante. Il y en a qui sont là, il y en a qui reviennent, qui repartent. Mais nous sommes là à les former pour qu'ils puissent continuer dans ce cadre que nous avons mis en place. Et pour nous, c'est un bilan positif. Donc, bien sûr, il y a eu des désagréments, des hauts et des bas, hein, mais bon, globalement, c'est un bilan positif. Sur la COVID-19, nous ne savions pas, nous sommes partis à partir de rien, sans connaître, hein, donc je peux dire merci parce qu'il y a l'association, il y a Brice Mounou de FECODEV qui nous a fait confiance sur cette action, qui est membre du Forum, qui nous a fait confiance, qui est venu, qui nous a apporté son soutien. Les associations, cet élan de solidarité, elle est encore là parce qu'à ce jour, comme je vous ai dit, on a fait un petit break là. Ils nous demandent quand est-ce qu'on recommence. Et ce qu'on a trouvé très intéressant, c'est que ça nous a permis de voir quand même que c'était une demande. Il y avait un besoin, ce regroupement, d'être ensemble. Et ça, c'était nécessaire. Et nous sommes vraiment fiers de cela, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Esther. La demande est là et donc le rôle de la diaspora est bien à soutenir sur ces questions-là. Merci pour ces témoignages. Et puis alors, on note que le bilan dans l'ensemble est positif. Hein. Merci beaucoup, Esther. Merci. Amidou, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur votre bilan? Alors, notre bilan dans le cas du Covid-19 était très très satisfaisant dans la mesure où nous sommes venus en aide à nos compatriotes qui vivent en Guinée et également ceux qui sont ici, notamment les étudiants, les personnes qui sont des immigrés et également des mères de famille vivant seules avec des enfants. Nous avons quand même pu venir en aide à plus d'1 millier de personnes dans le cadre du Covid-19. Donc, c'est plutôt un bilan très, très satisfaisant. Et en termes de collaboration, nous sommes heureux de voir que notre collaboration à la fois avec le Forum et la confiance dont nous bénéficions de la part des partenaires comme l'agence Microprojet au Grand Lyon ou Métropole Grand Lyon qui ensemble ont pu nous financer un projet de mise en place de latrines et de pompes de lavage de mains dans la commune de Daralabé qui est située un peu dans le nord de la Guinée à hauteur de 22 000 € dans le cadre du plan de riposte contre le Covid-19. Donc, c'est plus d'1 millier de personnes qui vont bénéficier de ce projet-là. Donc, dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits. Et dans la collaboration, aujourd'hui, déjà étant membre fondateur
du Forum et un acteur aujourd'hui parmi l'ensemble des acteurs qui constituent le Forum. Nous sommes l'association de la jeunesse, nous représentons aujourd'hui la jeunesse au travers de nos activités que nous menons. Donc, nous y avons une place de choix. Nous réalisons des projets en direction des jeunes et nous apportons la problématique des jeunes au sein du Forum et nous l'apportons. Donc, c'est plutôt quelque chose que nous saluons et nous allons continuer à travailler dessus. Par ailleurs, en termes d'amélioration, ce qu'il faudra, nous, de notre côté, vis-à-vis de la diaspora, c'est aujourd'hui parvenir à pouvoir avoir suffisamment d'informations concernant nos compatriotes pour qu'à l'avenir, nous puissions les contacter de manière plus aisée et plus rapide pour que la réponse à la sollicitation soit beaucoup plus rapide face aux défis. Mais c'est surtout profiter de la plateforme comme le Forum et d'autres organisations pour tisser des liens et bénéficier du retour d'expérience que toutes ces organisations-là ont et arrivent à réaliser sur le terrain parce que voilà, certes, souvent, ce n'est pas dans les mêmes contextes, ce n'est pas dans les mêmes espaces, mais nous faisons très souvent face aux mêmes réalités. Mais donc, s'inspirer du modèle et du retour d'expérience des autres organisations peut être quelque chose qui peut nous aider à aller beaucoup plus de l'avant. Donc, faire un focus sur le retour d'expérience des organisations, pour moi, me semble être un élément très, très pertinent dans le cadre de l'amélioration de la coopération des diasporas. Et surtout, aussi, comme je l'ai dit tantôt, pour avoir un maximum d'informations sur la diaspora, parce que seule l'information peut nous guider dans le processus dans lequel nous nous sommes lancés. Merci Hamidou, très concret. On note l'appel pour améliorer le partage d'expériences entre les organisations et le besoin d'améliorer les informations. Et on reviendra sur ce point parce qu'il y a une question. D'accord. Juste rajouter, Aurélie, que en fait, on a touché plus de 800 bénéficiaires dans le cadre de la COVID-19. Donc, ça, c'était juste pour le rappeler et de dire qu'actuellement, nous sommes en train de préparer un questionnaire pour le retour d'expérience, pour voir quels étaient l'âge à peu près des personnes, des étudiants. Donc, actuellement, nous préparons cela à la PAFA. Juste rajouter. Merci Esther. C'est bien aussi d'avoir quelques chiffres. Et puis, c'est bien de voir aussi que le travail aussi pour avoir du retour d'expérience est en place, parce que c'est important, c'est vrai, de collecter aussi ces informations. Merci. Raphaël, un bilan aussi de votre côté. Alors, en termes de bilan, je dirais qu'il faut vraiment continuer à promouvoir les actions et les activités qui sont réalisées par les diasporas, parce que ça va vraiment permettre de continuer à renforcer les connaissances, l'information avec les autres acteurs institutionnels avec lesquels les diasporas interagissent. Il faut aussi promouvoir plus de flexibilité du système humanitaire pour permettre une meilleure coopération et complémentarité entre les diasporas et les acteurs institutionnels. Et c'est très important de mon point de vue, de continuer à renforcer cette complémentarité, car les diasporas ont vraiment une valeur ajoutée qu'il faut utiliser pour améliorer la réponse humanitaire. On en a un petit peu touché, on l'a vu par les expériences qui ont été partagées aujourd'hui. Les diasporas sont très agiles dans leur manière d'intervenir, elles sont très efficaces et rapides. Elles ont une très bonne connaissance des communautés localement. Elles ont une sensibilité culturelle. Il y a aussi une durée dans l'intervention. Tous ces éléments que le système institutionnel humanitaire sur lesquels pêche un petit peu, et où une coopération avec des ONG ou des Nations Unies, etc., peut avoir beaucoup de valeur. Parce qu'avec l'expertise des diasporas sur les acteurs locaux, sur les communautés, sur cette capacité de réagir très rapidement, cette capacité à avoir un suivi sur la durée, vraiment un engagement avec ces communautés, on peut créer beaucoup de valeur. Donc, continuez à faire valoir votre valeur ajoutée et continuons à renforcer ces collaborations et cette coopération. Merci Raphaël pour ce résumé, puis aussi pour ce regard critique sur le système international humanitaire, où le manque de flexibilité, où le manque d'agilité, le manque de reconnaissance de l'action de certains acteurs
a vraiment besoin d'être discuté et traité. Alors, on va passer aux questions qui ont été posées par nos participants. Alors, tout d'abord, je voudrais revenir sur la question des données. Amidou, c'est quelque chose que vous avez mentionné plusieurs fois. Et il y a une question dans le chat sur justement qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette connaissance des diasporas concrètement? Quelles actions on pourrait prendre? Alors, je pense que c'est une question qui est c'est une problématique, je dirais, pas une problématique qui est assez complexe. Je pense qu'elle doit s'inscrire à la fois dans la politique de nos autorités, parce qu'aujourd'hui, pour mieux venir en aide à ses concitoyens, il faut disposer d'un certain nombre d'informations. Donc, je dirais en premier lieu qu'il faut que l'initiative vienne de nos autorités et qu'elles mettent en place un certain nombre de processus et d'outils qui peuvent aller faciliter le recueil d'informations, sachant qu'aujourd'hui, dans la diaspora guinéenne, ce n'est pas les compétences pour la mise en place de ce type d'éléments, de ce type de processus qui manquent. Donc, la volonté politique doit être là. Cependant, sachant que cela peut prendre du temps, en amont, nous, en tant qu'organisation, nous pouvons anticiper les choses pour que demain, quand les politiques se décideront, nos actions soient complémentaires, qui partent de quelque chose que nous, en amont, nous avons pu réaliser. C'est pourquoi aujourd'hui, en collaboration avec la coordination des associations guinéennes de France, dont nous sommes membres, nous, au niveau de l'AJGF, nous avons un projet d'annuaire de compétences. En fait, un annuaire de compétences dans lequel on va pouvoir répertorier l'ensemble des compétences de la diaspora pour un début. Je pense que c'est déjà un bon départ. Et peut-être plus tard, en fonction de l'évolution de ce dispositif qu'on mettra en place, on verra comment l'étendre. Parce que demain, il sera judicieux d'avoir un outil qui va pouvoir répartir l'ensemble des Guinéens. Mais toutes ces questions-là, c'est des questions qu'il faudra discuter à la fois avec nos autorités, telles que l'ambassade de Guinée en France. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, nous mettons en place le petit dispositif-là pour pouvoir recueillir les compétences de la diaspora. Je pense que ça, c'est déjà un bon début, même si ce n'est pas la totalité de l'ensemble des Guinéens qui vivent en France, mais avoir une bonne partie, surtout une partie qui est très active, qui est sur des métiers aujourd'hui, disons des métiers d'avenir, c'est déjà un bon départ. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est ce que nous envisageons à notre niveau. Merci Amidou, ça répond bien à la question. Alors cet appel aux autorités et notamment aux ambassades de prioriser ces aspects, mais merci aussi de partager l'information sur l'annuaire des compétences que vous êtes en train de développer. Une bonne pratique, je pense aussi, et des enseignements à tirer, je pense, à partager avec d'autres associations de la diaspora. Je voudrais me tourner vers Esther. Esther, nous avons reçu une question qui concerne les dons non financiers, notamment les médicaments. Savoir si vous aviez collecté dans vos actions des médicaments et comment avez-vous fait face aux contraintes administratives en France à ce sujet? Oui, nous avons également collecté des dons de médicaments. Comme on a fait, comme je vous ai dit, nous travaillons avec l'association Gamma, hein, qui est essentiellement dans le milieu médical. Nous avons la société, quand nous avons envoyé le don par conteneur, ils nous ont demandé de faire une attestation. En fait, tous les dons étaient au nom de Gamma, en fait, qui est notre partenaire, qui était sur place à faire des soins, pour tout ce qui est matériel médical. C'est ainsi que nous avons fait. Et également, et l'association Gamma, qui travaille avec l'hôpital de Miragoâne, a aussi envoyé des dons sur Akin, Saint-Louis du Sud. Voilà, donc il y a eu des attestations. Nous avons pu les collecter. Ça a été envoyé au nom de Gamma et ça a été donné comme ça. Je ne sais pas si je réponds à la question. Tout à fait. Merci beaucoup, Esther. Alors, je voudrais me tourner maintenant vers Séverine. Une question pour Feda Sauven. Quelles sont les méthodes de travail pour réunir les associations qui font partie de la plateforme? Il faudrait activer le micro, juste Séverine.
Voilà, merci. Okay. Ben, comme on vous a dit, on est vraiment, c'est récent, notre fédération. Nous sommes en procès de fédérer vraiment. Et les méthodes de communication, ben aujourd'hui, c'est, disons, vraiment un peu plus facile grâce aux réseaux sociaux. Je pense que toutes les associations qui sont en France, tous les groupements parmi Facebook, WhatsApp et le reste de, de- de possibilités de communication a fait que la démarche a été vraiment, je pense que très vite. L'urgence a commencé, on va dire, en mars et rapidement, en mars, on a déjà commencé à travailler. Nous avons déjà commencé à travailler. Ça veut dire bien qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, aux regroupements, nous avons pu contacter rapidement les associations qui étaient, disons, éparpillées par toute la France. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce sont des technologies qui nous aident beaucoup, que ça nous a aidé. Le bouche à oreille aussi a aidé beaucoup. Et le fait j'ai un problème avec l'image. Et le fait de pouvoir envoyer des vidéos, envoyer des appels a permis que d'autres personnes nous connaissent et nous fassent aussi des appels et nous demandent de les rejoindre, ou alors nous, on les a cherchés pour les rejoindre. Et je pense que cela a vraiment facilité le travail. Je pense que, je ne sais pas si j'ai répondu aussi à la question, mais en fait, je pense que c'est comme ça qu'on a pu travailler. Merci beaucoup, Séverine, pour cette réponse. Une question pour Raphaël. Alors, on a eu plusieurs questions sur l'engagement de DEMAC et des ONG. Quelle flexibilité de la part des ONG envers les diasporas sur le terrain? Alors, si les diasporas veulent se coordonner ou travailler avec des ONG, il y a plusieurs possibilités qui existent. Il y a des possibilités de créer des consortiums, par exemple, donc avec un accès qui est financé par un bailleur institutionnel, mais du coup, le financement arrive sur un consortium de plusieurs organisations, donc ça peut inclure potentiellement une diaspora. Ils peuvent aussi avoir des relations sous contrat, subcontracting, qui peuvent être mises en place. Et sur les types de projets, je pense que ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est que les diasporas fassent valoir leur capacité à faire le lien entre les communautés locales et le système institutionnel grâce à leur expertise sur leur connaissance du contexte terrain, etc., etc. Les diasporas peuvent aussi proposer, par exemple, de gérer la collecte d'informations pour faire ce qu'on appelle l'analyse des besoins, parce qu'il y a cette connexion, parce qu'il y a cette connaissance culturelle et cette connaissance du contexte. Donc là aussi, c'est quelque chose où potentiellement ça peut être proposé aux ONG et sur une forme de collaboration. Il peut y avoir aussi sur la partie contrôle et évaluation des activités des ONG. Les diasporas peuvent aussi, parce qu'encore une fois, elles ont cette confiance de la part de la communauté localement, elles ont ce lien, cette compréhension culturelle, elles ont une meilleure capacité à évaluer potentiellement les projets et leur impact, parce qu'ils vont avoir des retours plus véridiques, plus authentiques, parce qu'il y a cette confiance. Donc c'est aussi quelque chose qui pourrait par exemple être proposé dans le cadre d'une collaboration avec les ONG. Aussi sur la stabilité à long terme des projets, la durabilité des projets. Souvent, ce qui se passe, c'est que les ONG, on va avoir un pic de financement sur un moment donné, vont mettre en place un programme agricole, un programme de prévention, catastrophes naturelles, etc. Mais leur financement va avoir une durée limitée. Et les diasporas peuvent permettre la pérennité du projet parce qu'elles vont travailler sur le long terme avec les communautés, travailler sur former, s'assurer qu'il y a un suivi, par exemple sur le fonctionnement le fonctionnement d'un puits, d'un système d'irrigation local, le fonctionnement d'une école, etc. Ils peuvent vraiment assurer
aussi la transition entre une réponse d'urgence humanitaire et plus de développement. Donc ça, c'est vraiment des points sur lesquels les diasporas peuvent mettre cela en avant et créer des partenariats avec des ONG sur ce type de projet. Merci Raphaël pour toutes ces pistes très concrètes. Et j'enchaîne sur une deuxième question, aussi pour Raphaël, où on demande quels sont les rapports actuels avec les organisations diasporiques en France. Et pour compléter ça, quel rôle pourrait jouer le Forim aux côtés de DEMAC? C'est une question qui est un peu compliquée pour moi parce que je travaille plus trop en France depuis beaucoup d'années, donc je connais mal le contexte spécifique français. Donc, j'aurais du mal à donner des pistes concrètes d'amélioration. Peut-être que je te renvoie la question, Aurélie. Je ne sais pas si tu as des propositions. Alors, en ce qui concerne le travail, en tout cas, avec des organisations en France, dans le cadre de la Facilité mondiale de l'Union européenne pour la diaspora, c'est un projet, comme le nom l'indique, qui est global. On a déjà eu pas mal de partages et d'engagement avec des organisations en France, mais vraiment, on aimerait continuer aussi à soutenir les actions. Donc, je vous inviterai vraiment aussi à nous contacter de façon bilatérale ou par le biais du Forum pour qu'on puisse aussi échanger pour voir comment on pourrait continuer à soutenir vos actions, voir ce qu'on pourrait faire ensemble dans les cadres de mécanismes de dialogue, de recherche ou de renforcement des capacités qui sont à disposition. Voilà, c'est une invitation vraiment à continuer à échanger. Alors, je regarde à nouveau le chat. On a également une question de la part du MEAE du ministère. On demande est-ce que le ministère peut aussi fournir du soutien, notamment à la collecte de dons non financiers en France, quand il s'agit de questions sensibles. Alors, je ne sais pas si c'est des questions ça, qui pourraient être adressées à travers la discussion dans le chat, ou sachez, j'en profite pour vous indiquer qu'il y aura, pour continuer à les échanges, une plateforme qui va être mise en place. Les participants vont recevoir un email à cet effet pour continuer à échanger, car je sais qu'il y a encore pas mal de points sur lesquels vous souhaiteriez peut-être apporter des éléments. Donc, vous recevrez par email un lien vous indiquant la voie à suivre pour rejoindre cette plateforme d'échange qui va être mise en place à la fin de notre débat. Je regarde à nouveau le chat pour les dernières questions. Notre panel va toucher à sa fin, malheureusement. Alors, je ne vois plus de questions dans le chat, mais je vais peut-être en profiter pour poser une dernière question à nos panélistes sur le rôle des États, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la place des États dans cette coopération? Quel est le bilan que vous tirez de vos coopérations, plus précisément avec les partenaires gouvernementaux? Est-ce que je pourrais inviter par exemple Amidou sur le partenariat avec les États à nous donner quelques éléments? Alors, de notre côté, la collaboration elle a été plutôt bien dans la mesure où l'État nous facilite dans certains cas la réalisation de nos actions, de nos activités. J'inviterais juste l'État à continuer à œuvrer dans ce sens-là, à accompagner avec beaucoup plus d'engagement les ONG, les associations, parce que ces derniers sont beaucoup plus près des populations. Et très souvent, ces actions qui peuvent paraître pour certains comme anodines, ce sont des actions qui, sur le long terme, ont un impact très positif sur les populations bénéficiaires. Et donc, du coup, moi, j'inviterais aujourd'hui les États à faire preuve d'engagement et accompagner tout en facilitant
la tâche aux associations dans leur réalisation de projets. Donc, continuer à les accompagner, les appuyer davantage, leur donner un appui institutionnel. Je pense que ne serait-ce que ça, et justement, dans cet appui-là, c'est surtout faire comprendre aux autorités locales, parce que très souvent, il y a une dichotomie entre l'apport qui est fait par l'État et les représentants de l'État au niveau local. Donc, il faudrait qu'il y ait une chaîne, et dans cette chaîne-là, que la collaboration soit assez simple et qu'elle soit comprise de tout le monde, et faire comprendre à chaque acteur de la chaîne que, oui, que nous, en tant qu'association, quand nous venons, nous ne remplaçons pas l'État, mais nous suppléons en réalisant des activités qui sont complémentaires des activités qui sont réalisées par l'État. Donc, du coup, plus d'engagement et plus de facilité dans la collaboration. Merci beaucoup, Hamidou, pour ces éléments sur la coopération avec les États. Séverine, Esther ou Raphaël, est-ce que vous auriez un élément à ajouter sur la même thématique de la coopération avec les États? Avec nous, avec l'État vénézuélien, bien sûr, on n'a pas pu travailler. On ne s'est pas organisé avec le Venezuela, l'État vénézuélien. En tout cas, avec l'État français, on peut dire que nous avons intégré comme société civile justement la loi 1901 que la France nous offre comme possibilité de réunion et d'association pour travailler dans l'État français comme association légale. Et nous avons une relation privilégiée avec Paris, puisque nous allons avoir notre lieu d'activité à Paris. Officiellement, la Maison des associations de la ville de Paris va nous engager dans son sein. Et nous avons déjà parlé avec des représentants de l'État français, et on comprend très bien que la situation au Venezuela n'est pas facile. C'est difficile aussi de faire des actions directement avec l'État vénézuélien. En tout cas, nous invitons à continuer à discuter avec nous pour renforcer les liens, si possible travailler ensemble, puisque nous avons toute la volonté de travailler, et nous avons aussi les personnes au Venezuela avec qui on peut garantir les soutiens et la solidarité et le travail qu'on fait. Voilà, c'est juste une invitation plutôt pour continuer à travailler et pour créer plus de liens avec l'État français. Et on remercie déjà l'opportunité d'être ici, et voilà, on espère que ça peut continuer et se multiplier. Merci Séverine pour cet appel au dialogue. Ça a été mentionné, je pense, par tous les intervenants. Hein. Le dialogue est fondamental pour créer de la confiance. Et de la confiance découlent les collaborations. Donc c'est vraiment quelque chose de très important que vous soulignez encore une fois. Merci. Donc pour Esther Saint-Ville de la PAFA, donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que, bon, il y a la collaboration qui est déjà établie, donc nous souhaitons vraiment qu'il continue, hein, c'est un renforcement de cette collaboration, parce que on a les diasporas qui viennent vers nous, hein, bon là on a parlé que de sujets, mais il y a d'autres sujets, toutes sortes de questions, et ben c'est que vraiment ils s'impliquent, et nous savons que ce n'est pas facile, hein, pour eux, hein, aussi, hein, qui continuent dans le cadre qu'ils savent faire. Je peux dire que la PAFA, elle a été, bon, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, qui est le ministère intermédiaire pour les diasporas. Il y a ce ministère en Haïti, donc nous continuons à travailler avec eux. D'ailleurs, pour la semaine prochaine, le début de l'année prochaine, ils nous ont invités à participer à un séminaire, hein, sur place. Donc, nous sommes en train de voir si nous allons participer.
Et je peux dire pas plus tard que cette semaine, hein, nous sommes allés voir l'ambassade, la nouvelle consul qui est actuellement mise en place pour qu'elle nous aide à continuer dans nos activités. Elle nous a promis quand même de plus s'intégrer, hein, de toujours participer et de nous aider aussi dans nos prochaines activités. Donc, je peux dire que c'est ce qu'on nous leur demandons en fait de tenir parole pour que nous puissions continuer ce travail que nous ne pouvons pas faire sans eux parce que nous sommes là, nous représentons un petit peu la diaspora et il faut qu'eux aussi soient présents dans nos activités. Merci Esther et ces nouvelles toutes fraîches. Et aussi pour rappeler le rôle important des ambassades, à la fois dans le dialogue, mais à la fois aussi dans la collecte des informations, comme on l'a mentionné plus tôt. Raphaël, est-ce que... Oui, je pense que ce que je pourrais rajouter, c'est que pour les diasporas, il y a un défi de double coopération, puisqu'il y a le pays de résidence et le pays d'intervention, et que la question de la coordination, elle se pose aux deux niveaux. Je pense qu'il faut garder beaucoup de flexibilité et de prudence un petit peu sur la manière dont on engage en fonction des contextes. Il y a des contextes où je pense qu'on a vraiment des États bienveillants et qui veulent soutenir l'action humanitaire et que du coup, c'est important de se coordonner de manière rapprochée, de partager des informations, etc. Par contre, dans certains contextes, on peut avoir potentiellement des États qui sont pas forcément si bienveillants que cela et qui peuvent vouloir influencer aussi l'action humanitaire pour un agenda politique ou autre, dans des cadres de crise plus politiques, ou de conflits, etc., voire de conflits ethniques, etc. Et donc, dans ce cadre-là, il faut s'assurer d'avoir un statut peut-être qui permet d'intervenir sur place et d'avoir une agilité, d'avoir un accès sur place, etc. Mais peut-être aussi faire attention de ne pas se faire influencer sur des terrains qui peuvent être sensibles et de vraiment essayer de garder cette neutralité, cette indépendance et de ne pas rentrer dans le jeu politique de certains gouvernements qui ne sont pas forcément toujours très, très bien intentionnés. Voilà. Merci Raphaël pour rappeler ces réalités aussi politiques qui ne facilitent pas toujours le travail de la diaspora, c'est sûr, dans certains contextes. Alors notre panel touche à sa fin.